Merci beaucoup d'être présent à cette fabrique. Alors, on va Quand parler on aura du besoin. financement participatif. Donc voilà, moi je m'appelle Axel. Il y a Timothée. Après, tout le monde se présente. Vous voulez pas vous présenter, Yves? D'accord. Waouh, c'est moi qui vous présente? Ah oui. Ok. Virgile, Emmanuel, Corentin. Enchanté. Et donc, on va parler du financement participatif. Mais avant de parler du financement participatif, on va faire un petit rappel de la chaîne du livre. Et en clair, comment, quand on est auteur ou autrice de BD et qu'on veut rester dans le circuit traditionnel, par quelle étape va passer votre BD avant d'arriver sur votre table de nuit, entre vos mains, et que vous la lisiez. Donc avec Timothée, on vous propose de faire un petit récapitulatif de la chaîne du livre et aussi de combien de pourcentage prennent chaque acteur et pour voir à la fin ce qui reste aux auteurs. C'est pas foufou. Pour info. Ok. Alors, petite mise en contexte. Vous êtes des futurs auteurs de BD. Vous avez un projet, vous avez écrit un petit synopsis, vous avez des personnages, vous avez fait des planches, tout ça. Quelle est la première chose à faire? Où faut aller? Par où faut commencer? Un éditeur. Ah, Dis donc, Jamy. c'est Qu'est-ce le que ton. Eh, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Non, non. Alors, un éditeur. À quoi ça sert un éditeur? C'est la personne qui va fabriquer le livre, enfin l'objet du coup, et qui va faire appel à différents acteurs pour la com, pour la mise en, pour le graphisme, pour la typo, des choses comme ça. Exactement. Tout le monde a entendu? Non. Non. Alors, effectivement, l'éditeur, dans un schéma traditionnel, ça va être la tête pensante du projet. Déjà, pour commencer, la base, on lui présente notre projet et c'est lui qui va acter si ça se fait ou si ça se fait pas. Si le projet se fait, ça va être la tête pensante du projet, donc c'est lui qui va activer tous les maillons de la chaîne d'après, ok, et qui va mettre, effectivement, qui va penser à la fabrication, à la couve, au graphisme et à tous les corps de métier que peut générer la chaîne du livre. Voilà. On a fait un magnifique, Timothée a fait un magnifique camembert. Bon. À votre avis, combien prend l'éditeur? Genre, si vous achetez un livre, une BD qui en moyenne coûte 13 €, à votre avis, combien de pourcentage prend l'éditeur? 60. 60? Plus? Moins? À votre avis? Plus? Plus à ma droite? 30? On se rapproche? 40? Ouais, non. Ah, 20%. Effectivement, on est sur un 20%. Je mets environ parce que ça dépend bien entendu du projet, des éditeurs, etc. etc. Ensuite, une fois qu'on en est là, on va considérer que le livre est terminé, mais il est terminé sur des écrans d'ordinateur. Donc on a fait ce qu'on appelle la mise en page, l'éditeur a corrigé nos fautes d'orthographe également. Où est-ce que va être envoyé le livre, enfin le projet, ces fichiers pour devenir un livre? Exactement, à l'imprimeur. Et un imprimeur dans le métier du livre, alors encore une fois, c'est des pourcentages approximatifs, car bien entendu, ça dépend du type de projet. Mais à votre avis, ça prend combien en termes de pourcentage un imprimeur? 10? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, on a environ un 10%. Ouais. Et c'est moins cher pour le manga. Voilà. Par exemple, un manga, ça va être dans les environs de 7%. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est moins? Noir et blanc, mais il y a d'autres schémas. Format, papier de moins bonne qualité et surtout, Couverture souple. alors nombre de pages, pas forcément. Couverture souple. Couverture souple, noir et blanc. Effectivement, la couverture souple. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle un format cartonné, avec la couverture dure, bah, du coup, forcément, ça rajoute du prix. Notre BD est dans des cartons, sur des palettes chez l'imprimeur. Où elle va? Qu'est-ce qui se passe? Le distributeur. Oui, il n'est pas tout seul.
Le diffuseur-distributeur. Hop, je passe le micro. Alors on va sûrement en reparler du diffuseur-distributeur. Il faut savoir que généralement c'est la même personne. Ça arrive que ce soit deux personnes différentes. Mais c'est des entreprises qui sont en quasi situation de monopole. C'est des grands groupes qui gèrent ça. Donc c'est eux qui vont venir choper les palettes de livres, les mettre dans des hangars qui leur appartiennent. Et le diffuseur-distributeur, il faut savoir qu'il s'adresse que aux professionnels du livre. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller taper à la porte d'un diffuseur-distributeur en lui disant tiens, je veux un exemplaire de votre BD, elle a l'air chouette. Je vais devoir en prendre, je sais pas moi, 50 parce que je suis un professionnel du livre, un libraire par exemple. Et s'il n'y a pas assez de gens qui viennent taper à la porte, pour faire très simple, s'il n'y a pas assez de gens qui viennent taper à la porte, et bah lui, il va envoyer des sortes de commerciaux à travers toute la France pour essayer de convaincre que le livre, il faut absolument le présenter et que le libraire qui le présente, il va se faire un max de thunes. Donc il faut absolument qu'il le mette qu'il le rende visible dans sa librairie pour dire hey, on a le livre, on a le livre, on a le livre. À votre avis, en termes de pourcentage, un diffuseur-distributeur, c'est moins que 30. Ouais, c'est environ 20%. Ensuite, le livre arrive en librairie. Et le libraire... Ah, pardon. Faut que j'enchaîne, on va pas parler pendant 1 heure, on a quand même des invités. Ouais. Du coup, le libraire, à votre avis, ça prend combien sur le livre? Ouais, c'est entre 30 et 40, effectivement. On est aux alentours de 35% pour un libraire. Et il faut savoir que tous ces mailles... Tous ces maillons, si on en retire un, il faut savoir que le livre n'arrive pas jusqu'à nous. Alors après, c'est vrai que ces pourcentages peuvent poser des questions. Et c'est les questions qu'on va se poser. 35% pour un libraire, ça peut paraître beaucoup. Pour un libraire, je ne sais pas moi, qui doit avoir des locaux, qui doit avoir des salariés, un libraire indépendant par exemple, comme c'est son unique source de retenue, parce que pour être considéré comme un libraire en France, il faut vendre en grande majorité, alors je ne sais plus, il y a des chiffres, ça doit être 92% de ce qu'on vend doit être du livre. Donc notre unique source de revenus, c'est ces 35%-là. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, le fait que Amazon, par exemple, prenne exactement la même somme sur le livre, parce qu'en France, il y a une loi sur le prix unique du livre, tous les livres sont exactement au même prix qu'on les achète à Auchan ou en librairie, ça me paraît beaucoup pour faire un colis 35%. Et ensuite, qui prend de l'argent sur tout ce qui est vendu en France ? L'État. Ouais, on a des taxes et on a des taxes qui sont un peu moins élevées que sur les biens sur les produits plus courants. Les produits de consommation, on a une taxe à 19,6, là on va être à 5,5%. Et il nous reste combien pour les auteurs ? 0. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Environ 10, ouais. Ouais, du coup, si on est 2, on touche autant que l'État. Voilà. Sur notre propre produit. En fait, en théorie, c'est 1/3, 2/3 même. C'est-à-dire, en fait, par défaut, le dessinateur est censé prendre plus que le scénariste. Sauf si vous tombez sur, comme nous, on fait 50-50. C'est parce qu'on l'aime bien. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les auteurs, de cette répartition-là ? Est-ce que ça vous paraît juste ? Est-ce qu'il y a des moyens de contrer cette répartition ? Est-ce que c'est juste ? Ouais. D'après vous, est-ce que ça vous paraît juste ? Donc ça fait environ 1 euro par album, hein, sur un album à 12 euros, à se partager s'il y a plusieurs personnes. On va dire que par rapport au temps passé sur un projet, on est très très loin d'être dans quelque chose de très juste. Surtout en tant que producteur direct. Quoi. Voilà. Et en fait, je pense que c'est à peu près comme dans tous les domaines économiques. Si on veut avoir une part plus importante, il faut se passer de certains maillons de la chaîne et le faire soi-même pour pouvoir récupérer une part. Voilà. D'après vous, quelle partie est la plus facile à récupérer pour des auteurs, par exemple, si on veut se lancer dans l'auto-édition? La partie de l'éditeur, celle de l'éditeur. L'éditeur, Alors, ça va dépendre. On peut avoir besoin d'un éditeur tout de même, je veux dire. Mais en réalité, la partie la plus facile de se priver, mais en même temps qui va devenir indirectement plus compliquée pour nous, ça va être plus le diffuseur. On va en fait se passer du diffuseur.
Ce qui veut dire qu'on va faire le travail du diffuseur à un moment donné. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir économiser à peu près 20% du diffuseur. Tout en sachant qu'un diffuseur, une fois qu'il vous a pris vos albums, qu'il les vende ou qu'il ne les vende pas, il va récupérer les 20% de toute façon sur l'ensemble des albums qu'il a pris. S'il n'a pas pu les vendre, il va vous les rendre. Et vous vous retrouvez de toute façon avec des albums qui ont été imputés de 20%. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a un risque tout de même pour nous, dans l'ensemble. Donc on se prive du diffuseur, mais ça augmente automatiquement le fait qu'on doit travailler, le fait qu'on doit le diffuser de nous-mêmes, le fait de faire pas mal de salons aussi, dans le but en fait d'exister ou de se faire connaître d'une façon ou d'une autre. Et vous avez aussi beaucoup d'organismes, pour ne pas les citer, qui refuseront de nous prendre, alors qu'on est une maison d'édition, nous, parce qu'on n'a pas de diffuseur, et qui veulent impérativement qu'on passe par un diffuseur, alors qu'on est nous-mêmes le diffuseur. Mais ils veulent d'abord passer par le diffuseur, donc ce qui veut dire imputer de toute façon 20% sur l'auteur. Parce qu'on n'imputera pas sur la maison d'édition, on ne peut pas se le permettre. Il faut savoir que le monde de la BD est un monde en surproduction. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de BD qui sortent par an de nouveautés? Vous avez des chiffres à peu près? Ah oui, en France, bien sûr. Par le réseau standard? Ouais, très classique. Ouais, juste par réseau classique, c'est Qui déjà arrive en phénoménal. librairie. Ouais, c'est phénoménal. C'est 5500 BD à peu près par an. Ça fait 15 par jour, tous les jours. Ouais. Ça veut dire qu'en France, en clair, personne n'est capable de lire l'intégralité de ce qui sort. Et ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quand des livres sortent, il y en a forcément qui sont déjà mis à côté. Donc même un livre qui arrive en librairie, pour faire sa place, c'est un enfer en fait. En fait, il y a tellement de production et tellement de sorties qu'en fait, un livre en librairie, il va rester 2-3 jours en facing, ok, et après, il va rejoindre une étagère de livres et en fait, il va se perdre au milieu du reste de la production. Ce qui est cool dans votre démarche et ce qui est à la fois un peu injuste, c'est que du coup, vous endossez tous les rôles de la chaîne. Ça veut dire que vous êtes à la fois les auteurs, à la fois les éditeurs, mais vous devez faire votre propre com. Ça veut dire que c'est à vous d'aller démarcher, c'est à vous de faire vivre votre livre sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Genre, pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Je réponds. Ça permet d'avoir une diversification dans les options pour pouvoir diffuser une nouvelle idée ou un truc comme ça. Par exemple, le financement participatif permet de ne pas forcément rentrer dans une case d'un éditeur qui ne rentre pas dans sa ligne éditoriale et de travailler sur des projets de niche qui peuvent être très intéressants, mais peut-être un poil risqués selon certains oui. points de vue qui sont entendables, attention, parce que ce sont des sociétés qui emploient des millions de gens, etc. Et il faut qu'ils retournent sur investissement immédiatement. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de sorties tous les jours. Et donc du coup, voilà, ça permet de pouvoir avoir la maîtrise totale sur son idée, son projet, et faire les choix. En réalité, si on suit la démarche qu'on a prise, on l'a prise après quelques temps où on a suivi un peu ce que font tous les auteurs, c'est-à-dire faire un dossier de présentation de projet, le présenter aux éditeurs, avoir des retours 99% négatifs sur ça, tout en étant persuadé que ce qu'on proposait était quand même intéressant pour un certain nombre de lecteurs, parce qu'on avait aussi des retours, notamment comme aujourd'hui sur des salons, où on aime beaucoup montrer notre travail, et donc on avait des retours qui étaient très positifs sur ce qu'on faisait. Donc on s'est dit, effectivement, il y a des gens que ça intéresse. Mais l'éditeur, effectivement, pour des raisons qui sont les siennes et souvent économiques, se dit il n'y aura pas assez de lecteurs, je ne vais pas miser de l'argent sur ce projet-là parce que je n'aurai pas un retour sur investissement qui sera suffisant. Et nous, ça nous a semblé intéressant également parce qu'on avait envie de liberté dans la façon dont on allait créer, prendre des risques, faire les livres comme on l'entendait, avec les papiers qu'on entendait, avec la façon de dessiner, par exemple au BIC, faire un livre en format italien, alors sur le dernier, là par exemple, qui se lit dans un sens de lecture qui est totalement différent. Ça, ce sont des projets qu'on n'aurait pas forcément pu présenter à un éditeur, ou en tout cas on aurait pu le présenter, mais il y avait 99% de chances qu'il ne soit pas accepté. Donc ça nous permet, nous, en tant qu'auteurs, de vraiment avoir une liberté là-dessus. Et puis, j'allais dire quoi? Oui, donc voilà, on l'a pris dans ce sens-là, parce qu'après quelques temps, on s'est dit effectivement, soit on a le choix, soit on continue de vouloir rentrer absolument dans les cases éditoriales de chaque éditeur, et donc de trouver les projets qui vont les intéresser, ou on fait tout par nous-mêmes.
Et là, on est totalement libre de faire ce qu'on a envie. Après, c'est pareil, je rebondis sur ce que tu dis, le niveau. Ça ne veut pas dire qu'on va tout sortir, tout et n'importe quoi. C'est à ça que ça sert aussi le crowdfunding, c'est du coup faire une étude de marché en réel, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un nouveau projet qu'on a, on le propose à chacun, on va voir si voilà, ils veulent participer au gâteau d'anniversaire, et puis chacun repart avec un morceau du gâteau plus un petit jouet à la fin. Et puis du coup, on sera arrivé à fabriquer quelque chose, voilà, tout en essayant de voir si ça plaît vraiment. C'est quelque chose que bon, les maisons d'édition peuvent se permettre de faire avec l'expérience qu'ils ont et éventuellement les moyens internes qu'ils ont pour étudier la viabilité d'un produit. Là, ces plateformes-là en ligne, on voit tout de suite si ça va plaire ou pas, parce que du coup, si on va au bout du financement, du coup, on a des comptes à rendre à tous ceux qui ont investi. Mais également, on sait que potentiellement, tous ces gens-là ont été intéressés par le projet, il est viable, et donc allons-y, on va jusqu'au bout, quoi. En fait, ce que vient de dire Corentin, c'est très juste. Indirectement, les gens qui participent en fait, deviennent indirectement des investisseurs. Ils investissent sur le fait. Alors nous, on a créé une maison d'édition maintenant il y a quelques années. On utilise encore ce système-là. On pourrait parfaitement décider d'aller voir une banque et dire, voilà, on aimerait faire un prêt pour pouvoir éditer 12, 13, 14 000 albums. OK, mais après, de là, il faut revenir automatiquement dans ce système donc basique et on redeviendrait automatiquement une maison d'édition classique. On est vraiment parti du principe que notre but là-dedans, c'est déjà de faire en sorte à ce que les auteurs qu'on édite soient déjà mieux payés. Donc, on prend le risque de moins diffuser ces gens-là. On prend le risque aussi de ne pas prendre de risques, dans le sens qu'on va passer par un système de participatif, mais en même temps, on va leur donner 30% sur les ventes, ce qui leur permet déjà d'être même un poil mieux payés. Alors, OK, ils sont moins diffusés, mais en même temps, ça leur permet non seulement de faire ce qu'ils ont envie. Nous, de l'autre côté, avec Corentin, on va avoir un œil sur leur travail. On va avoir ce qui est logique, parce que, comme il a dit, on ne peut pas produire et on ne peut pas proposer n'importe quoi non plus. Il y a aussi des limites, je veux dire, ce qui est normal. Mais à un moment donné, le but, c'est non seulement de leur donner cette chance, pas prendre de risques pour nous. On va faire des tirages qui sont assez petits pour éviter justement que ça nous reste dans les mains. Vous imaginez si demain on fait un tirage de 12 000 albums et on en vend 2000, ben en fait c'est fini. Et à l'heure actuelle, vous avez des grosses maisons d'édition qui se retrouvent dans cette situation-là, où ils vont vous faire des sorties assez importantes et au final ils vont en vendre moitié moins. Donc la plupart du temps c'est envoyé au pilon ou autre. Donc on préfère pas prendre ce risque-là et mettre plus de temps ou plus d'attente ou je ne sais pas trop quoi. Mais par défaut, on ne prendra pas le risque de faire un prêt à une banque si on n'est même pas sûr de pouvoir le payer nous-mêmes. Oui, pardon. Au-delà de ça, ça va aussi sur une réflexion. On parlait de ce qui était juste ou pas tout à l'heure. C'est vrai, il y a un côté que ça soit plus juste au niveau de la rémunération des auteurs, mais aussi il faut penser en termes de raison et être raisonné dans la démarche qu'on met en place. Donc c'est pour ça qu'on fait que des micro-tirages. Mais après le micro-tirage, on peut réimprimer régulièrement dès qu'on voit que c'est écoulé. Ça évite des stockages trop énormes qui nous coûteraient aussi des coûts de stockage qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça évite d'envoyer des bouquins au pilon. Parce que ça, c'est la réalité du marché, c'est qu'il y a énormément de livres qui finissent au pilon et c'est un gâchis de papier énorme et d'argent énorme. Voilà. C'est d'être juste au niveau d'une espèce de circuit court, c'est-à-dire on évite des intermédiaires pour être le plus proche possible, le plus vite possible proche des lecteurs, parce que le livre, la finalité, c'est qu'il soit lu par les lecteurs. Donc les lecteurs sont à la fois un peu nos investisseurs, donc on a un lien très direct. On pallie la diffusion, on va dire, plus faible par la plus grande participation à des salons. Donc on est toujours, encore une fois, très direct avec le lecteur. On négocie aussi plus facilement avec les libraires. Voilà, c'est nous qui allons leur apporter les livres ou on leur envoie les livres, on discute avec eux sur les retours, etc. Alors tout ça, ça s'apprend. Quand on est auteur, il faut apprendre à gérer ça et au départ, c'est pas simple. Comme on aussi, on apprend à gérer avec les imprimeurs, on apprend tout ce qui est taxes, droits d'auteur, voilà. Donc ça, il faut l'apprendre. Donc au début, on fait des erreurs, forcément.
Enfin voilà, on essaye d'être aussi dans une espèce de circuit court comme ça. On aimerait être encore plus dans un circuit court dans tout ce qui concerne les impressions, etc. Mais pour l'instant, c'est très compliqué économiquement parce qu'on a une trésorerie qui n'est pas celle d'un gros éditeur. Mais on essaye de s'y atteler petit à petit à vraiment travailler le plus court possible et être le plus juste possible aussi. Ouais. Alors n'hésitez pas à nous interrompre si jamais vous avez des questions à poser. Virgile me disait un truc en aparté, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Les coûts de stockage pour les ouvrages, c'est un truc de malade, hein, on ne se rend absolument pas compte. Aux éditions, je ne sais pas si vous savez, mais l'association d'un marché sur la bulle organise les festivals de bande dessinée, mais c'est aussi une maison d'édition, on a un secteur éditorial, les éditions de la Gouttière. Et au départ, nous, on n'avait pas de diffuseur-distributeur parce qu'on s'est dit, exactement pour les mêmes raisons, il faut garder de la thune en priorité pour les auteurs, il faut essayer de changer un peu le système et tout. Sauf que nous, ce qui nous a fait sombrer dans un système plus traditionnel, celui-là, aux éditions de la Gouttière, c'est notamment ce problème de stockage. Parce qu'en vrai, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un truc de maboule. Si vous vous retrouvez avec un bouquin sorti à 10 000 exemplaires et vous en faites 3 dans l'année, et bah, stocker 30 000 bouquins parce qu'on n'y arrive pas à les vendre, parce qu'on n'a pas de diffuseur, parce que c'est beaucoup plus long et que c'est compliqué, et bah, en vrai, c'est un véritable enjeu. Donc c'est vrai que ces coûts-là, c'est mortel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet. En fait, on a eu ce souci avec Manu il y a 3 ans. Quand le livre du Docteur Moreau est sorti, il devait sortir pour le festival. Au final, il est arrivé le lendemain du festival. Là-dessus. Et voilà, Pour des raisons de papier. pour des raisons de papier, et puis il y avait le Covid, enfin ça avait été très compliqué. Et il m'appelle, et je suis au travail, parce que oui, on a tous les trois un travail annexe. Ça, on y reviendra. Ouais. Et il m'appelle et il me dit on vient de me livrer devant mon appart. Il habitait plusieurs étages au-dessus, sans ascenseur. Il a fallu que je quitte le travail en 4x2 pour aller l'aider parce qu'il y avait je ne sais plus combien de cartons à monter dans son appart. La zone de stockage, bah, c'était nos appartements, c'est l'appartement, c'est chez nous en fait en réalité. Et c'est là où ça commence à se compliquer quand vous avez un tirage, on va dire combien 500. Vous avez un tirage à 500 albums, bah, en fait ça représente une certaine quantité de cartons. Je crois que la petite, elle avait plus de jambes. Cette petite avait plus de jambes et avec des cartons. Donc voilà. Mais la zone de stockage fait partie de ça en fait. Et aujourd'hui, nous, on a une zone de stockage qu'on partage avec une troupe de théâtre. En fait, on a mutualisé avec quelqu'un pour avoir ce qui des nous frais. permet que ce soit beaucoup moins coûteux pour nous, quoi. Puis plus l'assurance qui va aller avec. Et moi, j'avais une question sur ce genre de démarche, donc le crowdfunding ou financement participatif en français. Et du coup, comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez eu des échecs? Alors moi, j'ai vu 2-3 beaux exemples en préparant cette rencontre. Alors des fois, ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche souvent pour des gens qui sont déjà un petit peu connus sur les réseaux. Alors comment vous faites, vous, avec tout ça? Après, il faut savoir calibrer le projet. C'est-à-dire, effectivement, je pense qu'un auteur qui a déjà pignon sur rue, qui est très renommé, s'il lance un financement participatif avec une bonne communication en amont, je pense qu'il peut demander une somme beaucoup plus grande et l'avoir beaucoup plus rapidement. Ça, c'est indéniable. La notoriété, c'est comme dans tout domaine, ça fonctionne très bien. Mais après, je pense qu'il faut vraiment calibrer le projet. Il ne faut pas partir sur des sommes extravagantes en se disant ça va être super, ça va tout exploser. Et en fait, la désillusion est plus grande. Il faut savoir qu'en financement participatif, notamment si on passe par une plateforme comme Ulule, qui est une des plateformes les plus célèbres, si on a déterminé que la campagne durait 1 mois ou 2, qu'on demandait, je ne sais pas, je vais dire une somme n'importe quoi, 16 000 €, si vous avez 15 995 € qui arrivent, vous n'avez pas finalisé votre campagne et vous n'avez pas d'argent. Vous avez 0. Donc le risque est quand même assez énorme. Donc il faut être sûr d'avoir l'argent. Et il vaut mieux peut-être miser une somme plus petite mais être sûr de l'avoir que viser entièrement que sur le financement participatif. Ça, c'est indéniable. Et on a commencé les premiers temps, les premières années, on l'a fait en demandant des sommes d'argent, mais on est revenu sur cette démarche-là où on mise plus aujourd'hui sur ce qu'on appellerait de la précommande. C'est-à-dire, au lieu de partir sur une somme d'argent demandée, on demande une espèce de préachat du livre, 30, 50, 100, en fonction de ce qu'on a déterminé, ce qui est beaucoup plus viable, je trouve, et beaucoup moins dangereux que les sommes d'argent. Et en plus, au niveau des goodies, oui, et puis voilà. Alors après, il y a les contreparties, c'est-à-dire on donne des cadeaux en plus, etc. Plus il y a de cadeaux, plus le pack il coûte cher, forcément. Mais plus aussi, ce sont des cadeaux exclusifs, donc les gens ont envie de les avoir. Enfin, il y a tout un système forcément à avoir.
Et je disais pourquoi ça. Voilà. Ouais. Merci Corentin. Et en fait, voilà, il y a un système qui va se créer qui est assez intéressant. Si on prend l'exemple de Ulule, Ulule fonctionne non seulement par la notoriété qu'ils ont au niveau Internet, mais ça fonctionne parce qu'ils ont aussi des gens autour, des gens qui se sont investis et qui sont des gens qui font du participatif, qui utilisent en fait, qui font de la communication pour Ulule. Donc c'est assez étonnant, en fait, ils deviennent des commerciaux mais bénévoles. Donc ça, c'est Ulule qui fonctionne de cette façon. Donc nous, on avait été démarché par une personne de Ulule pour justement le faire. Le problème, c'est que à l'époque, ça nous intéressait pas plus que ça. C'était assez, il y avait du monde, c'était assez contraignant. Je trouvais que on cherchait plus un système participatif, mais qui nous suive en même temps. C'est facile de se lancer et partir du principe qu'on va faire 100 albums. Oui, d'accord, il faut faire 100 albums. Comment on fait pour récupérer cet argent, comment on fait nous pour pouvoir commencer à diffuser, comment on fait pour faire de la publicité, et comment on fait, enfin, indirectement on s'est retrouvé en fait, on était là et on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. C'est pour ça qu'on est passé par la bande du neuf, qui est un système plus petit, mais la personne qui gère derrière, il est tout seul à gérer et il suit les albums du début à la fin, quitte à investir de lui-même. C'est-à-dire si à la fin vous n'arrivez pas à votre somme, il est prêt lui à investir dans le but parce qu'il croit au projet. Il ne prend pas un projet qui se balade, on lui présente le projet, lui il y croit et il va amener jusqu'au bout. On reste sur un système participatif, mais il va aller jusqu'au bout et à la fin il est prêt à financer. Et par exemple sur la bande du neuf, donc sur laquelle on est passé sur les derniers projets, la bande du neuf est spécialisée dans la bande dessinée, comme ça on dit non. Alors que Ulule, vous avez une partie BD manga, mais vous avez aussi une partie environnement, industrie, enfin voilà. Donc après il faut choisir. Donc c'est quelque chose de plus vaste au niveau financement participatif. Là, la bande du neuf, vous êtes sûr que vous visez que des personnes qui ne sont là que pour la bande dessinée. Donc vous avez déjà potentiellement des gens qui misent très rapidement dès qu'il y a des nouveaux projets, quoi. Et la bande du neuf, du coup, il est un peu comme un co-distributeur pour le cinéma, s'il amène de l'argent aussi. Et est-ce qu'il a eu un regard directement sur vos créations ou pas? Est-ce qu'il peut faire une sorte de co-éditeur? On l'a fait sur Moreau, ouais. Sur l'île du docteur Moreau, justement, qui est derrière, il s'est proposé justement de passer et puis il co-distribue, il co-diffuse un peu le livre lui-même dès qu'il fait aussi des salons en tant que bande du neuf. Le livre est présent sur ces salons. Il le présente dans sa partie régionale, puisqu'il est du côté de Reims, de la Champagne, etc. Donc nous, ça nous évite aussi de démarcher un peu plus cette zone-là. Lui, il connaît mieux les libraires, donc il a démarché cette partie-là. Donc il y a un vrai travail qui est fait aussi comme ça sur ce livre. Donc ça lui arrive de faire ce travail-là. Et il aimerait d'ailleurs particulièrement développer cette partie de se retrouver co-éditeur ou co-diffuseur de livres. Donc indirectement, d'une manière ou d'une autre, quand on passe avec lui, on rentre plus vers ce système-là. Parce qu'il va prendre un petit pourcentage, mais c'est très léger. Il va prendre à peu près l'équivalent de ce que nous on prend, donc 10%. Donc ça reste encore léger, mais par contre, on a une opportunité de diffusion plus grande avec lui. Et comme il est prêt à investir... 10%, c'est la part éditeur. C'est celui qui va prendre, en fait. Il va prendre 10%. Comme il n'est pas diffuseur par défaut, il va prendre cette petite part dans le but déjà de se rembourser de son investissement, parce qu'il a quand même investi. Et puis à un moment donné, il continue à nous suivre, il a des albums, il reçoit des albums. Quand il fait des salons, il les diffuse au même titre qu'il diffuse d'autres personnes. Donc voilà, c'est dans l'ensemble, ça fonctionne de cette façon. Mais ce qui nous avait intéressé avec lui, c'était justement le fait qu'il était proche. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, on l'a souvent au téléphone, on se croise beaucoup en salon, il nous invite sur des salons. Enfin, je veux dire, il y a ce côté. En fait, je pense qu'il est, j'ai envie de dire, il est limite tombé amoureux de notre style. Et aujourd'hui, du fait qu'il aime notre travail, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est prêt à investir sur nous, en fait. Je pense qu'il y croit. Et indirectement, maintenant, on y croit aussi. Donc, puis oui, ça va, au final. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah voilà, je le sentais. Alors du coup, est-ce qu'il a un droit, pas un droit, mais est-ce qu'il porte un regard sur votre travail justement? Est-ce qu'il intervient dans votre travail ou est-ce qu'il vous laisse vraiment les coudées franches, quoi? C'est la question que vous me posez par rapport à un éditeur en fait.
Non, artistiquement, il intervient absolument pas dessus. Ce qu'il va surtout proposer, c'est au niveau de la pré-campagne, par exemple, de nous orienter, de faire des calculs, par exemple, en disant là, vous n'êtes pas bon sur les calculs, il vaudrait mieux miser sur tel pack à tel argent avec tel contenu. Là, il nous fait même parfois des calculs, parce que voilà, c'est beaucoup plus précis. Et avec lui, on choisit ce qui est le mieux de faire, etc. Mais artistiquement, non, il nous fait entièrement confiance. Il a dit ça, c'est votre part, c'est vous qui gérez. Après, il est capable de dire s'il aime ou pas le projet. Voilà, s'il y croit pas, il viendra pas. Il est pas fou. Je pense que l'un des soucis justement du financement participatif, c'est que certains auteurs sont livrés à eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas assez, avec l'expérience, ils n'ont peut-être pas assez de recul sur leur travail. Ce qui veut dire que indirectement, quand vous passez par une maison d'édition, alors tous les conseils peuvent être bons et tous les conseils peuvent être mauvais. Je ne vous dis pas qu'un éditeur ait automatiquement des bons conseils, mais par défaut, il a un œil un peu différent en fait sur le produit, sur la lecture. Vous avez des jeunes auteurs qui décident à un moment donné de se lancer. Donc ils vont dans le participatif ou ils vont dans l'auto-édition. Le seul problème, c'est quand ils se retrouvent dans un salon, dans un petit salon, ils se retrouvent confrontés justement à des gens qui ont un œil BD un peu différent. Et par moments, ils n'ont pas beaucoup de tact. pas du tout même. Donc, les premiers albums qu'on a sortis, les premières critiques qu'on a eues, je veux dire, Manu, là, t'as combien 9 albums, j'ai 8, 9 albums. Les premiers albums qui sont sortis, les critiques étaient d'une violence sans nom. Et on n'est pas préparé à ça, je veux dire. Et on pensait que c'était bon, on pensait que ça allait aller, on pensait qu'il n'y avait pas de problème. Non, là, c'était violent en fait, en réalité. Et puis quand on regarde bien, on se rend compte que bah oui, c'est logique. Avec le recul, nous, on a pris une certaine expérience qui nous permet aujourd'hui quand même, et on montre nos planches entre nous, ce qui veut dire qu'on a quand même un œil, je veux dire. Mais un jeune qui décide de passer par Ulule, dans la partie basse, on va dire, de Ulule, il va sortir son album, il va sortir 50 albums, il va se confronter à des gros auteurs, et certains n'ont pas spécialement de tact. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, genre notamment Instagram, tout ça, bon, on va pas revenir sur le vol des IA, parce que c'est pas le lieu, pas le moment. Mais le financement participatif, il permet quand même de se créer une sorte de communauté un peu? Un peu, non? Je suppose que vous avez des oui, gens c'est ça, qui c'est l'étude de marché que ça crée, quoi. C'est une étude de marché, quoi, finalement. Du coup, ils investissent et finalement, c'est des futurs lecteurs potentiels. Enfin, voilà. Et après, eux-mêmes, si ça leur plaît, en parlent à leur entourage. Et effectivement, ouais, c'est une forme de communauté qui se crée, quoi, autour d'un album. Ça devient le bébé de tout le monde, pas juste d'un auteur. Je suppose qu'en plus, vous avez des gens qui vous suivent. Parce qu'en fait, vous entendez parler de ça, vous sortez un album, ça plaît à votre communauté, elle en parle autour d'elle, et après, ils vous font de plus en plus confiance. Et en fait, ce que je trouve cool, moi, dans le financement participatif, c'est que au final, les gens qui vous suivent, personne ne dit je suis fan de Delcourt. Alors que là, on peut aller vers vous en ayant votre confiance. Et au final, des fois, c'est mieux de rester un peu à plus petite échelle, mais avec un public plus sincère. Oui, plus humain. Ouais. Je veux dire que même la première communauté qui se fait, ce sont même pas les réseaux sociaux. La première communauté qui s'est faite autour de nous, c'est ici. C'est entre autres ici, c'est aussi sur les salons. C'est-à-dire, il y a encore ce matin des gens qu'on a vus qui ont acheté le dernier livre qui sort aujourd'hui et qui ont acheté nos premiers livres il y a 10 ans. C'est parce qu'on se déplace et qu'on vient sur les salons, qu'on prend le temps d'expliquer notre travail, qu'on monte les planches des prochains projets et que les gens réagissent dessus, ils disent ah bah ouais, il sort quand, etc. Et quand il sort, ils sont là, ils viennent l'acheter. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, ça c'est très moderne, mais en fait le premier réseau social, ça reste un peu aussi à l'ancienne. C'est voilà, il faut être là, il faut parler aux gens, il faut leur expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et comment vous le faites. Et être intéressant, et je pense que les gens vous suivent et ils continuent de vous suivre. Et surtout leur faire passer un bon moment d'échange. Ça, c'est aussi très important, même quand on en dédicace quelque part. On n'hésite pas à prendre 5 minutes de plus pour discuter, pour expliquer, et pas juste faire une dédicace. Et voilà, ouais, merci, c'est gentil d'être passé. Et non, on prend vraiment le temps. Parfois même, on prend beaucoup de temps pour expliquer. N'est-ce pas, Virginie? Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Après, ça c'est notre démarche très personnelle. Peut-être que d'autres font totalement différent, qui font 100% confiance aux réseaux sociaux, etc. Mais les réseaux sociaux, ça, c'est un très bon côté, mais ça a aussi un côté très négatif qui est c'est très éphémère. Vous êtes aussi vite oublié qu'on a cliqué sur ce que vous faites. Donc voilà.
Donc il faut savoir miser un peu sur les deux, je pense. Après, on a une opportunité aussi. Étant amiénois, on a accès quand même à ce salon. Je veux dire qu'on n'aurait peut-être pas eu accès si on n'était pas spécifiquement amiénois. Donc c'est quand même une grosse opportunité. Ça va faire moi 10 ans que je dédicace ici. Je veux dire, et on voit l'évolution pour nous. Vous avez des gens qui viennent nous voir, qui ont acheté les premiers albums quand on était chez l'éditeur et ainsi de suite. Donc c'est assez amusant de voir tous ces gens-là. On a encore vu le gamin qui est arrivé, qui nous a nous a massacré parce qu'il dessine et c'est de mieux en mieux, c'est monstrueux, quoi. Et on les voit arriver. Donc on a créé déjà cette communauté ici. Puis après, dans les autres salons, puis le lien avec les libraires, le lien avec d'autres auteurs. Vous avez des auteurs qui commencent à aimer ce que vous faites. Et ben, cet auteur commence à aimer, vous discutez avec lui, il parle, et vous avez des gens qui aiment bien cet auteur-là et qui vont commencer à se renseigner sur ce que vous faites. Alors est-ce que c'est un effet boule de neige? Sûrement. Je veux dire, mais c'est là où ça devient super intéressant. Et effectivement, pour nous, c'est plus facile dès l'instant qu'on fait en fait une vente participative parce que du coup, on attire plus de monde. Mais par le problème de la vente participative, ben, c'est la conjoncture actuelle. Le dernier qui est sorti a eu beaucoup de difficultés à avoir l'argent. Parce que justement, aujourd'hui, ben, vous avez une conjoncture qui fait que ben, les gens préfèrent peut-être mettre 16 € dans autre chose. Ce qui est complètement normal. Donc, je pense que le monde de la BD va le subir dans peu de temps, si ça continue comme ça. Et indirectement, le subira aussi dans le financement. Est-ce que quelqu'un a une question? Je continue? Je continue. Moi, je trouve que ce que vous avez soulevé là, il y a un vrai enjeu, notamment sur le secteur économique. Et lorsqu'on parlait des maisons d'édition et de leur stratégie d'inondation des marchés, parce que c'est ce qu'elles font aussi, les maisons d'édition, elles vont sortir des bouquins correspondant à un certain type en se basant sur le pourcentage de vente que ça a de marché, etc., etc. Et là, le fait de recréer du lien directement et d'avoir des personnes que votre ligne éditoriale, elle soit vraiment véritablement incarnée, je trouve que c'est une vraie bonne réponse. Enfin, un peu à la manière de l'artisanat à l'ancienne, quoi. En ça, c'est classe. Mais c'est ce qu'on cite souvent quand on va discuter avec les gens. On se dit, en fait, on est presque des artisans. Vous en voulez combien? On en fait des petits tirages. Ah, on en reveut un peu. Ok, on en refait. Et voilà. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà, c'est ça. Vous avez du mou pour votre chat. Non, mais c'est vrai que parfois on le dit. On dit, on est plus proche de ça que de la côté industrialisation. On dit, voilà, il faut en vendre tant pour faire tant de rentrée d'argent, etc. Et on sait très bien qu'il y a des projets qui vont plaire à 100 000 personnes et il y a des projets qui vont peut-être plaire à 150 personnes. Mais nous, comme on ne prend pas le risque, c'est pas grave s'il y a eu 150 personnes, les 150 l'ont eu et nous, on n'est pas perdants non plus. Donc voilà, on n'a pas ce côté, il faut absolument que ça marche, quoi. Alors moi, ça débouche sur pas mal de questions. Déjà, sur le prix des livres. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à proposer un livre pareil à 16 €. Comment vous faites? Parce que, alors il faut savoir que déjà sur Ulule et compagnie, moi je trouve que les bouquins, alors en tout cas ceux que j'ai regardés, c'était toujours un peu cher. Et là, en librairie, quand on se déplace, le moins de bouquins maintenant, ça devient entre 25 et 30 balles. Du coup, comment vous faites pour un format à l'italienne, qui est un format un peu plus cher à imprimer qu'un format classique d'ailleurs, pour le sortir à 16 €? Ben, en fait, on nous a reproché il y a quelques temps de ne pas éditer en France, enfin pas d'imprimer en France. Mais en fait, tout simplement, on ne peut pas imprimer en France. On aimerait imprimer en France, ce serait tellement plus simple pour nous, mais on ne peut pas. Donc aujourd'hui, en fait, on a un imprimeur qui est français, mais qu'il imprime en Pologne. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des coûts déjà plus bas. Il faut juste être, je suis désolé, mais il faut juste être réaliste, quoi. Ça donc représente combien en plus d'imprimer en France? Je ne me rends pas compte. Ben, c'est simple, si Manu sera plus apte à donner les chiffres, mais je pense que c'est pratiquement du simple au double. Pas vraiment, mais ouais, c'est-à-dire que si je faisais imprimer par exemple en France, quand on fait les devis, ça nous arrive de refaire des devis régulièrement pour voir à peu près. Le dernier, je l'avais fait pour Moreau. À l'époque, je crois qu'on aurait lieu de vendre le livre à 14 €, on aurait dû le vendre à 19 ou quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup plus, ouais. C'était énorme. Et nous, c'est notre volonté aussi de rentrer, d'être concurrentiel au niveau du tarif. Parce que si d'un seul coup, on veut rentrer et qu'on vend un livre à 22 € alors que chez les gros éditeurs, ils sont à 14 ou 15, quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de revenus, qui veut prendre un livre, qui dit, voilà, je me choisis un livre sur le salon, j'hésite entre les deux, il va prendre celui à 15 € parce que voilà, ça se comprend. Donc il faut que politiquement on soit vraiment dans les prix raisonnables, quoi. Disons que si on passait par un éditeur français un imprimeur français et le vendre ce prix-là, on ne pourrait pas avoir ce type de ce type de couverture, on pourrait pas avoir ce vernis sélectif,
on ne pourrait pas avoir ce papier très épais qu'on peut avoir dessus. En fait, on n'aurait pas du tout le même objet. Et en fait, au fil du temps, on s'est vite rendu compte que vous avez des gens qui achètent des albums, mais avant d'ouvrir l'album, ils regardent l'objet lui-même. On se rend compte que l'objet devient quelque chose de complètement différent. Et si vous amenez un objet qui a un aspect moyen, ils vont le considérer comme une BD jetable, comme un comics ou quoi que ce soit. Or, en France, on fait de la bande dessinée de collection. Donc le mieux, ça c'est assez drôle, quand les gens le touchent celui-ci, ils ont l'impression en fait qu'il est tout doux. Mais c'est le vernis qui est baisse, donc je te jure, les gens ils font, oh, il est doux. Ouais, il est doux. Mais voilà, mais c'est un vernis, on fait le même objet en France. Je sais pas, il nous revient peut-être, je tiens une connerie, à 6 ou 7 euros. Là, il va nous revenir à 11 euros. Donc là, tu es obligé d'en monter ton prix de tout en fait. Et après, en fait, ce qu'il faut aussi faire, c'est faire des choix d'imprimeurs en fonction du type de projet et du type de livre qu'on fait. En fait, là, on travaille avec 2 ou 3 imprimeurs différents en fonction de ce qu'on veut imprimer. Sur le manga, sur le souple, on a un imprimeur. Sur ce type de cartonné, on a un autre imprimeur. Voilà, on essaye aussi de voir, de tirer à chaque fois, de ne pas forcément tout faire chez le même imprimeur, parce qu'il y en a un qui sera peut-être plus intéressant sur un format et l'autre sur un autre. Donc voilà, c'est essayer de refaire des devis régulièrement pour recomparer les tarifs, parce que malheureusement là aussi ça augmente au niveau des prix du papier, au niveau des coûts d'impression, donc ça devient aussi de plus en plus dur de rester à des prix accessibles. C'est quoi le plus gros succès de Red Eyes pour l'instant? Pour l'instant c'est l'île du Docteur Moreau. Ok, vous en avez vendu combien si c'est pas indiscret? Top secret. Je serai obligé de te tuer après si je le dis. Ok. Cachez vos oreilles. On a fait, là on en est entre 500, ouais, voilà. Sachant qu'à part Bulle en stock et quelques libraires qui en prennent régulièrement, c'est que de la vente quasiment salon et quelques ventes internet directement sur la boutique site internet. Donc voilà. Vous vous faites démarcher des fois par des auteurs qui viennent essayer d'être publiés à Red Eyes? Vas-y. Imaginons Axel a un projet de bande dessinée. Il vient vous voir. Sur Comment Cheetos. ça se passe? En fait, on va fonctionner comme une maison d'édition standard. On va demander un dossier, petite maison d'édition. Ensuite, ça arrive dans nos pattes à moi et à Corentin. On va regarder. On est exactement comme une maison d'édition. C'est-à-dire, on va avoir une liste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, Un comité est-ce éditorial. que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que graphiquement ça tient le choc, si c'est du semi-réaliste, est-ce que l'anatomie est bonne, est-ce que le cadrage est intéressant, est-ce que le scénario est intéressant, là on va plus aller voir Emmanuel. Et donc en fait on est 4 à pouvoir prendre cette décision. Donc il y en a 3 ici et une là, juste devant nous. Donc on est 4 à pouvoir prendre cette décision-là. Donc après on va se concerter avec Corentin, et à ce moment-là, si le projet nous intéresse, et c'est là où il y a une petite subtilité, c'est que, comme on vous l'a dit, on n'a pas le portefeuille assez gros pour payer des avances de droits d'auteur, c'est impossible pour nous. Je veux dire, on ne peut pas faire des avaloirs, c'est techniquement pas possible. Donc on va expliquer du début à la fin, dans le contrat, même de toute façon, ce que l'on va faire et comment on fonctionne. Et si la personne est d'accord, ça veut dire qu'il faut qu'elle produise et elle touchera des droits d'auteur que quand l'album sortira et se vendra. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire une hémorragie dans la maison d'édition, c'est impossible. Donc par défaut, il ne peut pas non plus nous demander je veux un tirage à 12 000 exemplaires. Va voir ailleurs. Parce qu'on ne peut pas se le permettre, on n'en a pas les moyens. S'il dit je veux un diffuseur, allez voir ailleurs. Parce que pareil, encore une fois, on ne peut pas. Et c'est à ce moment-là, on leur demande par contre à eux, c'est à eux aussi de s'investir, c'est à eux de faire démarcher des festivals. Nous, on peut en avoir aussi, mais on leur demande de démarcher des festivals. Il faut prendre ses petits bras et puis commencer à faire des salons. L'auteur, c'est le meilleur VRP de son travail. C'est le seul c'est celui qui est le plus apte à vendre son travail. Donc c'est à lui aussi d'aller sur les salons, d'aller voir les libraires et de vendre. Nous, on va lui donner un coup de main. On peut lui donner aussi quelques outils, des dossiers de presse, des choses comme ça. Mais après, c'est lui, quoi. Qui peut parler mieux que son travail que lui-même? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Vous avez dit que vous travailliez tous les 3 à côté. Ouais. Vous gérez tout ça. Vous n'êtes pas trop morts. Ça dépend les... Franchement, Si. ça dépend les jours et ça dépend les périodes. Ouais. C'est chronophage et fatigant, quoi. C'est clair. Mais en fait, c'est compliqué. Et là, ça rejoint sur les pour et les contre d'une telle démarche.
Donc on a pu exposer un peu tous les pour et pour les contre, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un côté chronophage à ça, mais on a fait aussi un choix très personnel de ne pas tout miser sur les revenus d'auteur. C'est-à-dire on s'est dit, voilà, c'est très aléatoire, il peut y avoir des revenus comme il peut ne pas y en avoir, ce qui est aussi très stressant, et on sait qu'aussi un auteur qui est stressé, c'est pas forcément le plus productif et c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Donc il y a eu un choix aussi de se dire, il vaut mieux qu'on ait un métier qui nous rémunère à côté, dont on est sûr d'avoir un revenu mensuel constant, et de continuer la bande dessinée à côté. Ça déjà c'est la question qu'on s'était fait, la réponse qu'on s'était fait en tant qu'auteur. Et à ça, on a rajouté le travail maintenant de l'édition. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a certaines périodes où c'est un petit peu tendu. Et automatiquement, quand vous êtes éditeur, par défaut, vous avez aussi affaire à des auteurs, d'autres auteurs. Et c'est là où ça se complique aussi. Ils savent tout sur tout, c'est les meilleurs, ils ont vécu, ils ont imprimé, ils ont édité, ils ont tout fait, en fait, ils n'ont rien fait. Et ils ne se rendent pas compte de la charge de travail que ça demande. Parce que une grande partie des montages, c'est Manu qui les fait. Et on envoie les projets, mais il faut d'abord faire le montage. De là, il fait le montage pour envoyer à l'imprimeur, mais ça demande un temps phénoménal. Je l'ai fait pour un auteur, où j'ai fait tout le montage de son sketchbook. Ça m'a pris pratiquement 6 mois juste pour faire le montage de son sketchbook. Je veux dire, ça prend énormément de temps. C'est du temps qui est donc impacté sur le travail d'auteur, mais sur la vie aussi. Donc, je pense que le secret pour pouvoir fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire travailler et faire de la bande dessinée, c'est d'avoir aussi une personne en face de chez vous qui est capable d'absorber ça et capable de l'accepter. Je veux dire, si votre binôme n'est pas capable de l'accepter, là, ça va vraiment, vraiment se compliquer parce que ça prend une part énorme, en fait, dans notre vie. Et afin de clore cette fabrique, j'aimerais qu'on parle enfin un petit peu artistique et j'aimerais bien que chacun, vous nous conseillez un bouquin de Red Eyes afin d'essayer de donner un petit peu aux gens envie de découvrir votre maison d'édition. Un par personne, on commence par Corentin. Ouais, pour mettre un pied dans Red Eye, il faut lire L'île du Docteur Moreau, je pense. Alors pourquoi il faut lire L'île du Docteur Moreau? Parce que c'est chouette. C'est une couverture qui est douce. Ça peut servir ça peut servir d'oreiller ou de livre de chevet. Non, mais c'est voilà, c'est un travail de qualité. Je dis pas ça que parce que c'est des copains. Et voilà. Alors, est-ce que c'est doux ou pas? C'est doux. Emmanuel, est-ce que tu veux nous conseiller ou nous parler d'un livre de Red Eyes? Alors moi, si j'y allais, je dirais que je prendrais celui-ci qui vient de sortir aujourd'hui. Alors pourquoi il faut lire? Pourquoi? Parce que je trouve que ça représente bien ce que la maison d'édition et les auteurs qui font partie de la maison d'édition, c'est-à-dire des livres qualitatifs dans le format, mais aussi avec des prises de risques artistiques et narratifs. Par exemple, celui-ci, est typique, c'est-à-dire qu'on a pris le risque d'une lecture qui casse les codes de lecture différentes, puisque là, il se lit non pas comme ça, mais il se lit dans toute la longueur des 2 pages. Je vous avoue qu'on a beaucoup tergiversé avant de se dire est-ce qu'on le fait ou pas. Voilà. Mais voilà. Alors après, c'est aussi une réflexion qui n'est pas gratuite. Ça va avec l'histoire, ça va avec ce que ça raconte. Enfin voilà, c'est toujours ça. Mais c'est ce qui caractérise peut-être pourquoi aussi on a fait la maison d'édition. Ce sont des choses qu'on aime faire prendre des risques narratifs, graphiques, et des choses qu'on ne pourrait peut-être certainement pas présenter à un autre éditeur qui n'oserait pas prendre le risque. Trop peur, ouais. Voilà. C'est pas assez standardisé pour être vendu. Voilà. Hors standardisé. Donc oui, je prendrais celui-là. Après, il n'est pas à mettre forcément entre toutes les mains. C'est pas tout public, mais voilà. Et enfin, t'as pas beaucoup de choix maintenant. Moi, je dirais tout simplement, on a lancé une collection sketchbook. Et en fait, le premier, c'est celui de Corentin, qui est très fun. Ça permet en fait non seulement de voir tous les univers dans lesquels il est capable d'aller s'amuser, que ce soit des univers assez sombres, tout comme des univers très animés, ou même certaines aquarelles qu'il est capable de faire instantanément, je veux dire sur place. Et c'est relativement fun à voir. Et comme on est sur une collection sketchbook, le deuxième, c'est
Pascal Je Millet. sais pas il m'avait tellement énervé, j'ai oublié son nom. Donc, mais le deuxième, c'est Pascal Millet. C'est pareil, c'est génial. C'est très underground. Lui, il travaille avec les États-Unis, tout ça. On commence à avoir des auteurs assez costauds qui commencent à. Là, je suis en pour parler avec Olivier Frazier et ainsi de suite. On commence à avoir des gens qui sont intéressés par faire des sketchbooks. L'avantage, c'est que ça leur coûte rien parce on prend leur croquis, on prend leur recette déjà fait. Nous, on s'occupe de tout, de la maquette, du plan de financement et de la totalité. Et après, eux, ils ont juste à dédicacer. Donc ça va dans l'ensemble, ça va puis récupérer un peu d'argent quand même, bien sûr. Et si jamais je vais acheter un livre de réédition là aujourd'hui, je peux aller. Chez tous les bons libraires, les boucheries. Ouais, exactement. Donc vous retrouverez vous êtes par là, hein. Là-bas, C'est ça. ouais. Et puis, en fait, L'espace 1. Donc c'est la librairie qui est par là. c'est ça. N'hésitez pas à aller découvrir. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Oui. Est-ce que dans votre maison d'édition, vous prenez les projets à plusieurs tomes? Ouais. Est-ce que vous prenez des projets à plusieurs tomes ou pas? À plusieurs tomes. Oui. Ça dépend du projet. Ouais, je dirais que normalement, oui, on en a. Mais après, Non, ça parce va qu'il y a dépendre des du projet. éditeurs, ils sont frileux. Ça dépend. Ah Ouais. oui. Bah, oui, il m'arrive de mettre un petit gilet. Non, mais oui, un éditeur va être faut frileux voir le fond. sur le coup parce que il va faire un plan de financement, mais pour le premier tome. Effectivement, le souci, c'est que si ton premier tome ne fonctionne pas, il n'est pas sûr de t'en rééditer un deuxième. C'est ça la vraie question. D'où nous l'intérêt en fait de ce que nous on fait, c'est qu'on fait des petits tirages. Indirectement, on prend pas de gros risques, si tu préfères. Demain, on décide de sortir 100 albums, ils seront vendus d'une façon ou d'une autre, même si ça va mettre 2 ans, ils seront vendus. Puis grâce au financement participatif, indirectement, on n'aura pas beaucoup investi dedans. Ce seront les gens qui auront investi en fait sur l'album. Et ceux qui ont investi, ils auront eu leur album. Et nous, en fait, on prend très peu. C'est l'intérêt du financement participatif, c'est de prendre très peu de risques en réalité pour une maison d'édition. Donc effectivement, si ton album est en 3 tomes, admettons, et que le premier fonctionne moyen, c'est même pas une question d'éditeur en réalité, hein, c'est surtout une question de public. Tu as de plus en plus de gens qui sont frileux sur le fait d'avoir une série. Ils sont jamais sûrs qu'ils vont avoir la fin. Pour l'avoir vécu sur une série qui s'appelait Fantasy, où il y a eu que les 2 tomes, les 2 premiers, il n'y aura pas le 3e. Problème avec l'éditeur. Donc ils n'auront jamais la fin, les gens. Donc c'est plutôt problématique. C'est pour ça que sur celui-ci, on a bien mis 1 sur 2. Stipulant qu'il n'y en aura que 2, il n'y en aura pas d'autres. Mais on est obligé de le faire en 2 tomes parce que sinon trop lourd. Et on revient sur le coût, trop lourd, trop difficile à payer et encore pire à vendre. Voilà. Oui, il faut savoir, pour rebondir sur ce que dit Virgile, qu'il y a énormément d'auteurs, des auteurs même très confirmés, qui lancent des séries et puis au bout d'un moment, c'est pas assez vendu et bim, ils arrêtent la série. Sans aucun respect pour le lecteur. Ouais, je dirais qu'on peut prendre des choses qui se font en plusieurs tomes, mais faut pas qu'il y ait un auteur qui arrive en disant voilà, c'est en 25 tomes, là, voilà, c'est. Non. Voilà. À la rigueur, quelqu'un vient dire c'est en 3, 4, 5 tomes, et je sais qu'après, au bout du 5e, c'est terminé, ça peut s'envisager en disant ça, c'est tenable. Voilà, Mais après, vous avez des auteurs qui. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec le mien, c'est juste qu'on a un souci avec la maison d'édition et je ne peux pas récupérer mes droits. C'est encore aussi un autre problème. Il y a un contrat. Même quand là, ce que nous on fait, il y a un contrat. Et ce contrat stipule qu'on nous cède des droits sur un laps de temps. Tu vois. Mais il suffit en fait que cette maison d'édition vende encore 1 ou 2 albums, mais je peux toujours pas récupérer mes droits. Le problème, c'est que je peux toujours pas faire le 3e tome chez un autre éditeur parce que j'ai toujours pas les droits. Donc c'est problématique. Et c'est là où il y a le problème de. Donc ça, en réalité, ça engendre plein d'autres soucis. L'édition engendre plein de problèmes qu'on ne perçoit pas spécialement, que les gens ne perçoivent pas quand vous achetez un album. Mais il y a des moments où en fait, vous n'avez pas la suite d'un album, tout simplement parce que l'auteur n'a pas assez vendu, il veut récupérer ses droits, il ne peut pas récupérer ses droits parce que l'autre, il lui reste du stock. Tant qu'il lui reste du stock, ils n'auront pas ses droits. Enfin, c'était une bataille. Manu a bataillé pour récupérer des droits sur un ancien album avec Corentin et ainsi de suite. je suis toujours dedans. Et ils sont toujours en baston. C'est Moi, ubuesque. c'est ubuesque. Oui, bien sûr. Ils le vendent pas, ils le vendent plus, ils font plus d'efforts pour le vendre, mais ils veulent juste pas rendre au cas où. Mais même parfois, une promesse de réimpression suffit à rebloquer les droits pour un laps de temps. Alors en fait, il peut en retirer 10. J'ai réimprimé, donc voilà. Et comment font Red Eyes Edition pour ce système de droits du coup?
On signe dans le contrat, il peut être stipulé une durée particulière de durée de contrat, 5 ans, 10 ans. Et donc ce qui veut dire qu'à la fin du contrat, on revoit l'auteur, on rediscute. Bon là pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est dire est-ce qu'on reprend le contrat ou est-ce que tu veux reprendre tes droits voilà. Comme pareil, on travaille en micro-tirage, c'est beaucoup plus facile. Voilà, s'il nous en reste quelques-uns, on finit de vendre ceux qu'on a à vendre ou on les redistribue à l'auteur. Puis, merci d'être passé. Et puis bonne route et puis voilà, puis on passe à autre chose. Je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça, il n'y a pas de problème de récupération de droits pour les auteurs. Ils sont aussi beaucoup plus libres s'ils ne sont pas contents de notre travail, ce qui peut aussi arriver, hein, on n'est pas infaillible. Ils ne sont pas liés, point et point liés avec nous pendant une éternité et ne jamais récupérer leurs droits. Bah, le fait d'être auteur et d'avoir vécu des choses comme ça nous permet aussi de nous reculer et de se dire, ce qu'on a vécu, on n'a pas vraiment envie que les autres le vivent. Il y a des années, dans les années 80, où il y avait des droits qui étaient bloqués à vie, où les gens ne pouvaient même pas récupérer les droits de leurs albums. C'était complètement absurde. Et on a atteint des niveaux d'absurdité sans nom. C'était hors de question qu'aujourd'hui, c'est hors de question qu'on bloque un auteur parce qu'on a estimé qu'on a envie de l'emmerder. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, vous ne pouvez plus rééditer la chose, tant pis, vous lâchez les droits, il tente la chance ailleurs, on n'en parle plus. Je veux dire, c'est pas très grave. Je veux dire, mais effectivement, on peut se retrouver devant des éditions un peu. C'est peut-être l'une des raisons qui nous ont amené aussi à un moment donné à créer notre propre système et notre façon de voir les choses. Par exemple, comme je vous disais, vous pouvez aussi avoir des gens qui vont vous donner des avis sur vos albums ou sur certaines cases, parce qu'il a une vision des choses qui n'est pas du tout la nôtre. C'est ce qui s'était passé avec le Lombec à l'époque. Et j'aime pas cette case-là, mais tu la comprends pas, mais tu t'expliques pas pourquoi tu l'aimes pas. Sois carré dans ce que tu dis. On est prêt à modifier, mais explique-nous. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, je dis, allez, c'est bon. Donc, il y a tous ces petits trucs-là. On peut avoir des conseils, et c'est complètement normal, sur la lecture, par exemple, qui est super importante. Vous lisez un album, si le sens de lecture, vous le plantez, vous faites tourner le personnage au mauvais moment, ce qui fait qu'on perd complètement le lecteur, oui, ça, il faut le retransformer. Mais il y a un moment donné, il y a aussi l'auteur lui-même. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent très bien ne pas aimer ce que va faire Corentin, par exemple. Et il y a des gens qui vont adorer. Je veux dire, mais à côté de ça, il y a des gens qui vont pas aimer ce que nous on fait. Je veux dire, c'est ouvert. Mais les éditeurs, c'est compliqué. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Tout va bien? Vous savez ce que c'est le crowdfunding? Vous savez comment faire pour réussir maintenant? L'artisanat. Voilà. Eh bien, je tiens chaleureusement à vous remercier. On vous retrouve en dédicace. Maintenant, là, vous allez peut-être prendre un petit café avant de... Ouais, peut-être. Puis après, on y retourne direct. Ok, vous repartez à quelle heure, du coup, sur les dédicaces? À la fin de la journée. Oh, bon, on va y aller jusqu'au bout, ouais. Là, de maintenant jusqu'à fermeture. Donc, et de jusqu'à maintenant plus dans soif. 10 minutes Voilà. à la fermeture. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer les auteurs. Merci beaucoup à eux. Merci à vous. Ouais. Arigato. Arigato.